Bienvenue à tous, c'est Sylvain de Star Wars en direct à QC. Je suis accompagné cette année de Aude, Sébastien, Karel, Tom. Karel. C'est la première fois que tu viens ici? Ouais. Alors, comment ça se passe? très bien, je suis contente d'être là, c'est cool. C'est chouette. Ils font pas peur les gens? Bah non. Eh bien, sur ces bons mots, on va attaquer. Le sujet de cette année, c'est quoi le sujet déjà? Ah oui, Andor et l'espoir de la fin du Filoniverse. Alors derrière ce titre un peu trollesque, c'est moi qui l'ai choisi, hein, pour ceux qui se demandent. Je t'emmerde. Pour moi, la série Andor a relevé le niveau production de série par rapport à tout ce qu'a fait Filoni. Et j'ai un espoir, c'est qu'à l'avenir, d'autres productions de type Andor soient mises en avant, prennent le pas sur ce qu'a fait Filoni, qui est un peu le maître des séries et bientôt du film chez Disney et Lucasfilm, et je voulais qu'on en discute tous ensemble, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'a écrit Filoni, il a quand même une patte certaine, et Andor a prouvé qu'on pouvait faire autre chose. Donc on va en discuter. Ça va à tout le monde? Pourquoi tu fais la gueule, Thomas? J'ai l'impression quand ça part comme ça que je vais être tout seul dans le camp du Filoniverse, non? Je me sens seul et je voulais savoir. C'est pour ça que j'ai mis une armure d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'avec Sébastien, quand on est venu, on a dit une règle. Toi, t'as pas droit à plus de 3 minutes par intervention. Sinon, tu vas Non, c'est 3 minutes top chrono. Donc, hein? Non, mais... Ben, je vais passer la parole à Seb. Alors moi, ce que je propose, on va tous dire déjà un petit tour de table de nous ce qu'on pense de Andor par rapport à Mandalorian, pourquoi on préfère l'un ou l'autre, et après on va en parler plus profondément. Moi c'est simple, hein. Andor, je vais dans un restaurant étoilé, et puis Mandalorian, je vais au McDo. Alors j'adore le McDo, c'est très bien, de temps en temps c'est très bien, mais si je mange ça tous les jours, je vais tomber malade. Voilà. Non, mais ne serait-ce que ça, c'est que moi il y a plein de gens qui disent que je vois plein de gens penser à tort que Andor ça racontait rien au début. En fait non, ça présente un contexte politique et quand on voit le quotidien des gens, ça en raconte beaucoup sur l'état de la galaxie, sur l'univers et tout. Alors que quand Dave Filoni nous pond un épisode de Mandalorian, c'est un filler par exemple, c'est on va chasser les vélociraptors qui ont levé un enfant et puis on va le sauver. Ça ne raconte rien, ça, pour le coup. Et des épisodes comme ça, dans Mandalorian, on en a pas mal. Donc voilà, je trouve qu'Andor, sur la longueur, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux réalisé, beaucoup mieux écrit. Certes, Tom, il manque des aliens, mais à part ça, je trouve que ça me touche à la perfection dans les séries Star Wars. Tandis que Mandalorian, je prends mon kiff toutes les semaines à regarder mon épisode. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que c'est du fast-food. Mais j'aime bien le fast-food, mais pas tous les jours. Voilà. Alors, me concernant Mandalorian, moi j'aimais beaucoup les 2 premières saisons. J'ai été assez déçue par la 3e, notamment par le côté un peu folklorique, carnaval. En effet, Jurassic Park, hommage par-ci, par-là, les caméos à n'en plus finir. Mais ce que ça racontait, moi je l'ai toujours pas compris. Et je pense que ça dessert vachement cette saison 3 du Mandalorian, que j'ai vu Andor en effet il y a quelques mois. C'était quand déjà? J'ai oublié. Automne déjà, d'accord. Et en fait, moi dans Star Wars, j'aime bien le côté tragédie grecque, j'aime bien le côté dystopie, dictature. Mais à part ça, je suis très sympa dans la vie, je suis pas trop dépressive. Mais ça m'a beaucoup plu dans Andor d'explorer cette période qu'on avait déjà dans la trilogie originale, vous allez me dire, mais j'ai bien aimé ce point de vue un peu du tout venant, de la personne lambda. Et j'ai beaucoup aimé ce côté sérieux, justement, qui se prend très au sérieux dans un univers qui rigole pas du tout. Et c'est pas un espoir pour moi que ça termine l'univers de Filoni, pas du tout. Chacun peut cohabiter sans problème. Mais j'avoue que ta métaphore du McDo est assez fabuleuse. Je ne peux pas en faire une meilleure, donc je suis d'accord. Le McDo tous les jours, non, ça fait mal aux intestins. Et un bon resto étoilé de temps en temps comme Andorre, ça te permet de l'attendre
avec impatience quand il y en a. Tu sais que tu vas être d'un bon niveau. Tu pourras être déçu de certaines choses, mais pas de la barre qui a été mise plus haut, je pense. Je pense que je vais être un petit peu du même avis, dans le sens... Alors, dans le sens où, en fait, ce que j'aime bien dans Star Wars, c'est la diversité de ce qu'on nous propose. Et en fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, avec les séries animées qui étaient vraiment pilotées par Filoni, on a eu du Filoni animé qui, à mon sens, est peut-être plus intéressant que le Filoni version live action, perso. Globalement, il y a des choses qui sont bien dans Bad Batch et après tout n'est pas bon dans Bad Batch, on est d'accord. Mais moi ce que j'aime c'est qu'on nous propose des choses nouvelles et en fait on commence à nous proposer des choses nouvelles. On a Andor, on va avoir The Acolyte qui a rien à voir avec le Filoniverse, on a Vision qui est aussi encore autre chose et donc peut-être que voilà, on va nous faire des différentes propositions, des différents points de vue avec des différents tons, des différents tons, des différentes approches, etc. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a des choses que j'aime bien dans ce que fait Filoni. J'aime peut-être moins sa façon d'écrire ou de développer ses histoires. Je pense qu'il y a des choses qui marchent pas, notamment dans la saison 3 où c'était complètement décousu. En tout cas, j'ai trouvé que c'était décousu. La saison 2 était très bien pour lancer des nouvelles séries sur Disney+, sans doute. Mais voilà, il y a quelque chose qui manque peut-être un petit peu. Mais comme tu disais, j'ai une copine qui me disait, justement, on part dans les métaphores culinaires, mais en gros... C'était un petit peu ça, le Mandalorian, c'est un gros plat de pâtes, ça remplit bien, c'est bon, mais voilà, ça reste pas quoi. Peut-être un petit peu à tort, ou à la longue quoi. Donc voilà, c'est un petit peu, plus il y aura de la diversité dans ce qu'on nous propose, mieux ce sera, et peut-être que justement ce niveau de diversité va arriver dans peut-être les mois ou les années qui viennent quoi. Est-ce que vous nous entendez bien dans le fond? Alors donc du coup, je me sens bien seul. J'espère que d'autres personnes parmi vous apprécient le Filoniverse. J'ai 3 minutes, c'est ça. Hein. Donc, on a eu une métaphore qui m'a parlé. Je suis assez d'accord avec vous qu'en termes de scénario, Andor a beaucoup plus à dire que le Mandalorian, et encore. Même si de temps en temps ça prend son temps. Pour moi, c'est nécessaire dans Star Wars. Les pauses grosses bébêtes, les pauses aliens, les pauses vaisseaux, les pauses combat, elles sont quand même nécessaires. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a des épisodes qui, en apparence, ne servent à rien, mais dans lesquels on passe des bons moments. CF, l'épisode des Jawa, l'épisode avec Madame Grenouille. Moi, il y a des épisodes comme ça où même quand on va à la chasse aux raptors, je trouve qu'on passe des bons moments. Ça me rappelle la nostalgie des Ewoks et compagnie et des bons moments qu'on passait dans Star Wars. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein. Il suffit de se l'avouer à soi-même et puis après, ça va beaucoup mieux. Et après, si je devais faire une métaphore, je dirais que parce que moi, ce que j'apprécie, ce qui me manque dans Andor, effectivement, c'est pas que les aliens, c'est l'ensemble du lore, qui pour moi, à mon avis, est un peu trop pauvre, quand bien même le scénario est top. Et si je devais faire une analogie, et pourtant j'ai beaucoup aimé Andor quand même, je dirais que je préfère à conduire une grosse voiture sur une autoroute où il n'y a rien à voir et où c'est dégueulasse, ce qu'il y a autour. Je préfère conduire une mobilette toute pourrie, mais avec des décors vraiment sympas, aller me promener dans les bois, voir de la diversité. Et franchement, je préfère quand même l'option mobilette. Et voilà, c'était pour rebondir un peu d'une métaphore à l'autre. Et bon, j'imagine qu'on va développer la suite par la suite. Je vais te laisser donner peut-être les thèmes, comme ça on fait des tours plus faciles. Mais en ce qui me concerne, pour moi, Filoni reste le grand maître à bord, et sa capacité à tout connecter est quand même très très forte, parce que c'est pas que le Mandalorian, Filoni, c'est sa capacité. Alors c'est un terme péjoratif à faire des filonades, mais moi j'aime beaucoup retrouver l'ensemble de ces personnages qui suivent les uns les autres. Je te repasse le micro. En fait, ouais, voilà. Déjà, j'ai pas donné mon avis, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit justement sur le fait de réutiliser constamment les mêmes personnages de série en série. C'est son plus gros défaut. Je vais laisser la partie technique un peu de côté, mais pour moi, le plus gros défaut de Filoni, c'est de toujours jouer avec les mêmes personnages, quelles que soient les périodes temporelles, quelles que soient les planètes. T'as toujours les mêmes personnes qui vont finir par se rencontrer. La galaxie est vaste. Même si les mecs se connaissent, ils n'ont pas besoin d'être ensemble pour aller chercher le pain. Oui, mais alors,
Ouais, non, mais le problème, c'est que tu parles des 6 films, voire des 9 finalement. Mais il est à la tête Filoni est à la tête maintenant de Lucasfilm, hein, d'une façon, comment dire, il chapeaute tout en ayant un peu rien à battre de ce que font les autres. Par contre, il recycle à l'envie Shaun, par exemple, hein, juste comme ça. Il recycle à l'envie tout ce que les autres ont fait, quelquefois en faisant mieux, très souvent en faisant moins bien, et il les recycle encore et encore et encore et encore et encore. Depuis The Clone Wars, tu retrouves dans chaque série les mêmes personnages, encore et encore et encore et encore. Tu retrouves les mêmes planètes, et au final, pour raconter quoi? J'ai rien contre les épisodes filler, hein, dans ces séries-là. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ces séries-là, ce ne sont que des épisodes filler. De Mando saison 3, la seule chose que je retiens, c'est les 2 derniers épisodes. La bataille sur Mandalore. Ouais. Mais au-delà de ces 2 épisodes, tiens, sur cette série, quelle est l'évolution, sur cette saison, pardon, quelle est l'évolution de Mando et de Grogu? Oui, sauf que la série, elle s'appelle pas Bo-Katan, elle s'appelle The Mandalorian. C'est pas comme ça qu'on nous l'avait vendu. Et l'évolution de Mando dans cette saison 3, c'est il devient propriétaire terrien à la fin. Ouais, super. Il est papa quand même. C'est un peu comme... Il l'avait déjà... Tu crois pas qu'il l'avait pas accepté dès la saison 1 Ouais, il a vite été le récupérer quand même. Hein. Donc bon, c'est vraiment là-dessus que j'ai du mal avec lui. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de ses personnages. Par contre, il les recycle à l'envie encore et encore et encore et encore. Et c'est que quand il n'a pas trop le choix, avec Maul par exemple, qui quick, fini, 2 mouvements de sabre et on n'en parle plus. Et c'est ça qui me déplaît chez Filoni. Plus que sa façon de tourner uniquement, quasiment, avec comment ça s'appelle déjà, le volume. Il ne sait faire que ça, en fait. Et quand je regarde, donc ça c'est la partie technique, quand je regarde Andor, il y a rien, il y a pas d'effet visuel qui soit dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce d'Ahsoka, moi elle me pique les yeux, quoi. Donc oui, voilà, mais il y a des bugs. Le problème, c'est que dans Andor, il n'y a que les AK-47 qui m'ont fait bugger. Dans Filoni, c'est un plan FX sur 2. Le livre de Boba Fett, pourtant j'adore le personnage de Boba Fett, est-ce que tu peux me dire à quoi sert cette série? Même l'acteur principal ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire de Boba. Bah oui, donc pour moi, il y a un problème là-dedans. Alors, on a fait le tour sur nos avis sur à peu près le Filoniverse, voilà. Donc là, on va aller parler, je pense, un peu plus d'Andor. Moi, j'ai l'impression que c'est une série qui est assez divisée malgré tout. Je sais pas si dans l'Assemblée, par exemple, levez la main si vous n'avez pas du tout aimé Andor. Non, je suis bien content. Enfin, après, voilà, je respecte tous les avis, hein, il en faut pour tout le monde. Mais moi, justement, j'ai vu la blague qu'on a fait 10 000 fois. Ah, on s'endort devant Andor. Alors, ça, je l'ai vu pendant 3 mois. C'est bon, le mec qui le pose au bout de 3 semaines, on a compris. Hein, c'est un peu en retard. Mais comme tu disais, Sylvain, c'est que dans Mandalorian, en fait, on fait du yo-yo sans arrêt. C'est-à-dire que, on a l'histoire principale, après un épisode filler, principal, filler, voilà, et c'est ça sur les 3 saisons. Et ne parlons pas du Book of Boba Fett où carrément, t'as Temuera Morrison qui a dit, en fait, il m'a volé ma série. ouais, il était sérieux. Ouais, il dit en fait, mais je suis pas scénariste, hein, je dois faire avec, hein, mais en fait, il m'a volé ma série carrément. Ce qui est vrai, hein. C'est pas la faute de Temuera Morrison, non, c'est la faute des scénaristes. Dave Filoni en fait partie, voilà. Alors que dans Andor, tout est parfait. C'est-à-dire dans le sens où on part vraiment d'une évolution d'un personnage, c'est un peu un hors-la-loi, un loser, voilà, qui s'en fiche complètement du contexte géopolitique, à comment ça va devenir
un des atouts majeurs de la rébellion. Et on a cette progression d'épisode en épisode qui monte. Et c'est là qu'on voit que Tony Gilroy, lui, il s'en fout du fanservice. Lui, ce qui l'intéresse, c'est raconter une vraie histoire avec une vraie progression. Alors oui, il n'y a pas des caméos dans tous les sens. Et d'ailleurs, il avait même dit dans le magasin de Luten, où il y a plein d'easter eggs, il a dit moi je le découvre maintenant que les fans en parlent, que ce sont des easter eggs parce que en fait c'était juste des accessoires posés comme ça pour moi. Enfin, ils s'en préoccupaient pas en fait. Comme quoi, on peut faire du fanservice tout en racontant une histoire sans que ça... Voilà, parce que Dave Filoni, désolé, à part faire du forcing sur Ahsoka pour la caser là où il peut, même quand c'est pas nécessaire. Par exemple, qu'est-ce qu'elle a à faire dans The Book of Boba Fett? Rien. Luke, pareil, soit dit en passant. Donc voilà, c'est que je trouve que dans Andor, on a vraiment cette progression scénaristique qu'on n'a vraiment pas du tout dans Mandalorian, comme vous l'avez dit, c'est vraiment tout le temps en dents de scie, et on aimerait bien que ça progresse vers quelque chose. Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec Andor, on sait comment ça va se terminer. Tony Gilroy a toujours dit, de toute façon, ça se terminera pile poil au moment où Rogue One commence, donc il a son point A, il a son point B. C'est facile à aller de là. Tandis que dans Mandalorian, ils y vont un peu à tâtons et tout. Comme le disait moi Morrison, Boba Fett était prévu dans la saison 3. Bon, et ils ont décidé que c'était pas le cas sans prévenir l'acteur et tout. Donc ça un peu, ils avancent un peu à l'aveuglette, j'ai l'impression. Ils sont plus maintenant, j'ai l'impression, en train de faire une sorte de MCU où le film de Dave Filoni sera une sorte de Avengers du Filoniverse. Voilà, ce que je trouve dommage, plutôt que de raconter une histoire un peu plus correcte. Voilà. L'ascenseur émotionnel de la saison 3 du Mandalorian, c'est un épisode. Ah, j'adore, je suis contente de les retrouver. L'épisode d'après, qu'est-ce que c'est que cette merde? L'épisode de après, ah, ça c'est cool, ça me plaît. L'épisode d'après, c'est naze, je me fais chier, je joue à Candy Crush devant l'épisode. Ça, c'est pas bon signe. Ça laissera forcément le goût de c'était bof. Parce que les éléments super que j'ai pu aimer, ils vont être entachés des trucs où je me dis mais what the fuck, voilà, vous concertez-vous quoi les mecs, laissez pas Filoni faire n'importe quoi sur un post-it, enfin sur 12 000 post-it, essayez de vous concerter en effet, d'avoir un point A, un point B, qu'est-ce que tu veux raconter, avec quel personnage, avec quelle ampleur, et si l'ampleur elle est légère et elle est pas dramatique impériale, c'est pas grave, mais sache ce que tu dois raconter pour être un peu cohérent. Parce que là, un épisode qui fait très Disney, un épisode qui fait très sombre, voilà, moi ça me manque de cohérence et je trouve ça dommage. Après, voilà, dans Andor, c'est sûr que le contexte est sombre, ils en chient un petit peu tous, il y a une grosse menace qui est encore là. Forcément, les éléments d'humour, ils sont plus difficiles à introduire, on ne les attend pas et on n'est pas déçu qu'ils soient pas là. C'est pas du Marvel. Mais je préfère une cohérence tristounette sur une série comme ça, beaucoup plus profonde et un peu dramatique dans ce qu'elle raconte, que les montagnes russes de un coup Grogu il est mignon. Voilà, moi dans Mando je vais retenir du Grogu. Après, s'il y a des trucs dramatiques, je les ai peut-être pas vus tellement c'était what the fuck à côté. Et ce qui est dommage, c'est cette impression, peu importe ce qui a été créé, mais c'est cette impression d'incohérence un peu brouillon, alors que Andor, voilà, c'est pas le même réal, c'est pas les mêmes scénaristes. C'est au-dessus en termes de qualité, ça les dessert en fait. C'est dommage et ça les dessert. Moi j'ai beaucoup aimé ce que ça racontait et j'ai beaucoup aimé être surprise à des moments où je m'y attendais pas, notamment dans les personnages. Bon, la série elle s'appelle Andor, comme Cassian Andor, et finalement il était très très bien, mais on a été surpris par d'autres très bons personnages, notamment par le personnage de Luten, là, Raël, comme le gourou, qui s'est clairement inspiré. Ou le personnage de la maman adoptive de Cassian. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais c'est la tante Pétunia, voilà, Marva, dans Harry Potter. Eux, ils m'ont vraiment... Marva, ouais. Ils m'ont vraiment surprise et positivement, c'est-à-dire qu'on les attendait pas là. Ils étaient à la fois intenses et puis c'était aussi des acteurs avec un peu de bouteille. J'avoue que ça aide un peu de bouteille, un peu de charisme. Notamment Luten, quel est son prénom? Stellan Skarsgård, voilà, c'est dur à dire. Dis-le. Non, à tes souhaits. Merci. Et ces acteurs-là, ils ont pour le coup pas volé la vedette à Diego Luna, comme ont pu le faire le Mando ou le cascadeur du Mando dans la saison 2, dans la saison de Boba Fett, pardon. Ils n'ont pas volé la vedette, ils ont complété l'histoire, ils ont complété le perso. Ils nous ont amené des moments intenses, mais parfois juste sur un plan, sur un sourire, comme par exemple Luten dans son vaisseau qui se cosplay donc en antiquaire, qui met sa perruque et qui se met à faire une petite mimique comme ça et un petit sourire.
Eh ben ça, en l'espace de 12 secondes, on s'est dit, ah ouais, mais ça promet, ça c'est de l'interprétation, je trouve, et c'est de la bonne écriture de personnages. Et je pense que ça vient vraiment de l'écriture et du scénario et de chacun des personnages. Pourtant, on en a découvert quand même pas mal dans la saison de Andor des persos. Entre l'assistante de Luten, Mon Mothma. Finalement, Mon Mothma, on s'attendait peut-être à un petit peu plus de présence et elle s'est fait voler la vedette. Mais des points positifs, ils étaient vraiment, je trouve, très bien interprétés. Et moi, ça m'a captivé quasiment du début à la fin, même si c'était un peu sombre. Pour le coup, l'absence de volume donnait quelque chose de plus... de plus naturel, et je pense que c'est ça qui a pu ennuyer certains. C'était pas assez piou-piou, lumineux, etc. Même la Coruscante qu'on connaissait, c'est celle avec en version Las Vegas, quoi. Et là, c'est pas cette Coruscante-là qu'on a eue. Donc l'absence de lumière et de piou-piou, c'est ce qui a dû peut-être manquer aux gens qui n'ont pas aimé. Moi, je serais curieuse de savoir, monsieur là, à la fin, si tu peux nous dire ce que tu n'as pas aimé. Tu prépares ton speech à la fin. Ok ? J'ai pas grand chose à rajouter à part justement le fait que peut-être Andor, contrairement peut-être au Mandalorian, Andor avait vraiment une vision à proposer et ils sont allés jusqu'au bout de leur idée et ils ont assumé. Parce que justement, en fait, on a un peu l'impression que ils butinaient à tous les pissenlits quoi sur le Mandalorian. Et alors que là, non, on fait ça, on a décidé de faire ça, ça plaît pas, tant pis. Au moins on prend une décision quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que forcément il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment, qui vont adhérer ou pas. Et c'est peut-être ça qui fait la différence en fait. Et toi, Thomas, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? T'as déjà aimé? Non, après toi, toujours. Ouais, voilà. Mais toi, on sait ton amour pour Filoni, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Andor? Alors, je rebondis sur un truc qu'a dit Aude. Ce serait bien qu'on ait aussi vos avis. Plus ils sont intégristes, mieux c'est. Un qui serait pro-Filoni et qui détesterait Andor et l'inverse. Ça donnerait du piquant en fait. Ça ferait rebondir. Parce que malheureusement, j'aimerais bien vous donner le piquant que vous attendez là. Mais sur beaucoup d'arguments que vous donnez sur Andor, je suis tout à fait d'accord. Sur le jeu des acteurs, sur le fait que ce soit bien construit. Mais ça, évidemment, ça va être beaucoup plus facile. Fais gaffe, il y a des fléchettes qui peuvent partir. Hein. Y a eu des morts là tout à l'heure. Et donc ça, c'était évidemment bien construit, mais c'est beaucoup plus facile à construire quelque chose, comme vous avez dit, où on sait qu'on va avoir tant d'épisodes sur telle durée. Et donc là, évidemment, on a quelque chose de beaucoup plus construit. Et en plus, on est libre de construire. Alors, à mon sens, c'est plus... je finis, et puis comme ça, tu... Ils sont pas libres de construire. Comme tu dis, comme Seb l'a dit, ils doivent arriver, quoi qu'ils racontent, ils doivent arriver au début de Rogue One. Ils sont pas libres de construire. La fin de leur série, c'est le début de Rogue One. C'est leur contrainte. Justement, ils ne sont pas libres. Ils doivent obligatoirement arriver là. Non, on va passer à... Je suis tout à fait d'accord, mais c'est dans le sens libre de s'intégrer avec les autres séries. Or, il y a quelque chose qu'on adorait dans l'ancienne UE Légende, c'est que tous les romans, jusqu'à un certain moment, en fait, les uns les autres s'imbriquaient les uns entre les autres. Et ça, c'était cool. Alors que là, on voit bien que, effectivement, vous me dites, on s'affranchit de toutes les autres séries qui sont proposées. Mais de fait, en ce sens-là, ils sont plus libres. Alors que les autres, elles se construisent tout ensemble. Et comme tu disais, dans la construction, il y a un côté MCU dans le Filoniverse, c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord. Il n'empêche que quand c'est particulièrement bien réussi, le Avenger Endgame, à la fin, moi, ils ont réussi le fait de tout intégrer, tout mêler dedans. J'ai trouvé que c'était un coup de maître. Si on pouvait avoir la même chose dans le film, parce que tout le monde dit ça va être un peu le Endgame du Filoniverse, si on arrive à faire un truc qui intègre tout ça, moi, je trouve ça magique. Parce que tu revis toutes les émotions de tout ce que tu as vécu dans toutes les séries. Et si on considère que Andor fait bande à part, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il est moins intégré dans cet ensemble-là. Et dans un sens, quelque part, le sujet tel qu'il a été défini, où on oppose Andor à Filoni, quelque part, il est un peu gênant parce qu'il nous force à prendre un parti. Or, en réalité, moi, ce que j'aimerais, c'est que les qualités qu'on retrouve dans Andor, qu'on a et que vous avez données, j'en suis tout à fait d'accord, hein, qu'on arrive aussi à les fusionner avec les qualités du Filoniverse, à savoir l'ensemble des séries et puis tout ce que je vous dis, moi, sur le lore. Effectivement, moi, j'avais pas assez de lore de Star Wars quand je regardais Andor, et quand je vois pas d'aliens et que je vois que des humains, principalement dans des huis clos où
ou en culotte, ou les tout premiers, la police de la première planète, je me sentais pas assez dans Star Wars. Pour moi, c'était plus les codes de Star Trek que je voyais, et je me sentais moins dans Star Wars. Donc, je mets mon casque avant peut-être. Donc du coup, moi, ça m'a un peu déçu. Et je pense que tout ça, on pourrait l'intégrer. Et je sais que pour l'avoir regardé avec les enfants, quand on regardait Andorre, bah, ils accrochaient pas. Et ça m'a gêné je suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche que si on retrouvait, à mon sens, plus de codes, à mon avis, on les retrouverait. On pourrait retrouver... Moi, je suis sûr que les gamins, on les aurait. Des fois, je leur fais regarder des films qui sont pas trop de leur âge, et ça choque pas. Ce qui leur a manqué, c'est l'impression de pas être dans Star Wars. Vas-y. A priori, d'après ta femme, t'es un mauvais père. Hein. Vu la tête qu'elle fait quand t'as dit ça, c'est... Non, c'est... Ouais, il y a débat du coup, hein, des fois à la maison sur ce qu'ils ont le droit de regarder, ce qu'ils ont le droit de jouer à la console, et donc effectivement, c'est un juste milieu à trouver tous les jours. Donc voilà, moi je reste persuadé que c'est possible d'avoir les atouts de l'un et les atouts de l'autre, et je crois que j'ai à peu près développé tous les éléments. Je vous repasse mes collègues, et j'aimerais bien que certains commencent à lever la main pour nous faire un avis bien intégriste là. Un truc, c'est que peut-être ce qui manque entre guillemets dans Andorre, c'est le côté un peu light, en fait, qu'il y avait dans les films qu'on connaît de Star Wars et qu'on retrouve quelque part dans le Mandalorian, le côté un peu fresque, fresque mythique, fresque, etc., qu'on n'a pas dans Andorre. En fait, Andorre, on est vraiment dans le dur, on est dans le... Voilà. Ah non, complètement pas. Mais voilà. Après, est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Est-ce que ça, on reste dans du Star Wars quand on fait du truc vraiment sérieux et terre à terre? Est-ce qu'il faut absolument qu'on soit dans un truc, une espèce de conte de fées / un truc... un peu fantastique, machin, etc. En fait, dans ce cas, ça redéfinit qu'est-ce que c'est Star Wars et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. Toi, là. Ben, pareil. Je vous ai vu faire la tronche quand on... Allez, viens donner ton avis. Ouais. Alors, comment qu'il s'appelle le jeune homme? Je m'appelle Florian. Moi, j'ai pas aimé Andorre parce que je suis un gros fan de Rogue One. J'ai adoré Rogue One. Et dans Rogue One, Andorre, ce qu'on sait de lui, c'est la rébellion est une réalité depuis que j'ai l'âge de 6 ans. J'allume Andorre, je suis devant un mec qui a été intérimaire chez Manpower, qui se fait engager pour faire partie de la rébellion. Et c'est qu'à la fin de cette série, qu'il devient un rebelle. Il y a une grosse incohérence sur le personnage. Ensuite, ce que j'ai pas aimé, c'est que pour moi, Cassian Andor, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau qui va me permettre de voir la création de l'Alliance. Et en effet, Skarsgård, il est génial. Mais il se fait voler la vedette par Andor qui est en pyjama en prison, Andor qui retrouve, comment il s'appelle, Snoke, je sais plus le nom de ce personnage. C'est-à-dire qu'il soit là, qui est un très bon épisode en soi, mais en soi, finalement, c'est pas Star Wars. Je rejoins sur ce que tu disais, c'est d'avoir, moi, quand je veux voir du Star Wars, Rogue One le fait très bien, c'est sérieux, c'est premier degré, mais il y a de l'alien, il y a du vaisseau, il y a de la planète. Il y a ce que j'aime dans Star Wars, je peux le montrer à mon fils qui a 8 ans, il adore. Andorre, il a décroché. Et pourtant, c'est pas moins sérieux, c'est pas genre Las Vegas et tout ça, c'est Rogue One. Voilà pourquoi j'aime pas Andorre, parce que j'adore Rogue One. Viens chercher ton cadeau. T'as droit à un cadeau. Tout le monde l'aura à la fin. Vous, quelqu'un qui déteste Mandalorian, Ouais, il y a des gens... tu vois. Allez, viens là. Ouais. Comment il s'appelle, le jeune homme? Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis assez extrémiste, j'ai peur de l'être. Donc ouais, je pense que Andorre, c'est à mon sens la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis la Revanche des Sith pour moi. C'est vraiment... Andorre, je pense, c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée à Star Wars depuis la Revanche des Sith, à mon sens. Donc voilà. Et The Mandalorian, j'ai un peu de mal avec The Mandalorian, mais je peux vous poser une question. C'est est-ce que pour vous, pour moi, c'est des visions qui sont clairement opposées, voire même antagonistes entre le Filoniverse et une vision très historique et très politique chez Tony Gilroy. Et est-ce que pour vous, le fan de Star Wars, quand il est face à ces deux conceptions de l'univers, est-ce qu'il est obligé de faire un choix, en fait? Est-ce qu'il est dans son imaginaire, dans un canon qui est cohérent? Moi, de mon côté, je me sens obligé de faire un choix.
Et quand j'écoute un peu mon cœur de fan, et ben c'est Star Wars, c'est Andorre, et The Mandalorian, c'est un peu une attraction un petit peu abrutissante, je dirais même, d'un côté. Ah oui, le cadeau. Alors non, moi je pense que ce qui est bien avec Star Wars, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas tout ce qu'il y a, actuellement il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, il y a Bad Batch. Pour les gens adultes qui aiment l'animation, on a Star Wars Vision. Pour les gens qui aiment les séries avec des bons scénarios, qui aiment bien manger au restaurant chic, on a Andorre. Et pour ceux qui aiment bien le McDo, on a Mandalorian. Bref, on en a pour tout le monde. Et je pense qu'on n'est pas forcément obligé de choisir. Par exemple, moi j'ai donné un exemple. J'adore Star Trek et j'adore Star Wars. Bon, je suis un vrai fan de Star Wars. Je suis un amateur de Star Trek, mais je vois pas pourquoi ces deux franchises sont tout le temps opposées, parce que elles existent entre elles et puis voilà, l'une dérange pas l'autre, quoi. Donc c'est comme te demander, tu préfères les pizzas ou les spaghettis à la bolognaise. Tu peux aimer les deux, quoi, mais pas de la même manière. Mais effectivement, j'ai l'impression que même si c'est pas volontaire, que Andorre, Tony Gilroy s'est dit bon, je vais faire l'exact opposé de ce qu'a fait Jon Favreau et Dave Filoni sur Mandalorian, parce que moi je vais vraiment proposer autre chose. Et mais d'un côté, c'est la diversité dans Star Wars, qu'on aime, qu'on n'aime pas. On peut pas dire à Disney. Oui. L'hommage à Loïc. À chacun son Star Wars, effectivement. Voilà, même si certains choisissent des mauvais Star Wars, mais ça c'est mon avis. Je parle que de Bad Batch, vous rassurez-vous. Voilà. Moi, je vais juste devoir vous quitter après mon intervention, parce que j'ai d'autres impératifs dans la convention. Mais je vais lancer un autre débat, toujours en lien avec la série. Aujourd'hui, Andorre est sorti, que la saison 2 est officialisée comme étant la dernière. Est-ce que cette série, la manière dont ça a été réceptionné par les fans, ça va faire bouger les choses au sein de Lucasfilm, ou en fait c'était juste la petite exception culturelle de Tony Gilroy, et qu'après toutes les séries vont être made in Dave Filoni ou pas? Moi j'espère que non. On a vu avec Obi-Wan, je pense qu'Obi-Wan c'est un peu l'entre-deux, dans le sens où il n'y a pas de filler, mais c'est réalisé un peu à la Filoni, quoi, c'est-à-dire pas très bien. Mais il y a une évolution de personnage, comme on a dans Andorre et tout, voilà. Donc c'est un peu le cul entre deux chaises. Moi j'ai eu la chance de voir la bande-annonce de The Acolyte à Célébration. Et ça annonce vraiment du pâté. J'ai l'impression que c'est pas tourné dans le volume. C'est dans des vrais décors aussi, encore une fois. On va peut-être aussi raconter une vraie histoire cette fois-ci. J'ai vu Skeleton Crew, aussi la bande-annonce. C'est Stranger Things dans l'espace, ça n'a aucun intérêt a priori. Donc voilà, donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des petites séries comme The Acolyte et tout qui vont pouvoir se démarquer. Mais on va continuer dans le Filoniverse à fond, et dans le pire avec Skeleton Crew qui, à mon avis, ça annonce très 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 mauvais et médiocre. Ouais. Oui, non, alors ça, n'en parlons pas. Et j'ai vu, et la bande-annonce Ahsoka qui, au moins Dave Filoni, il va pas essayer de la caser partout, vu que c'est son personnage principal, voilà. Mais quand je vois que les méchants, ils jouent avec des sabres laser Hasbro FX dans la bande-annonce, ça me fait un peu peur. Voilà. Je laisse la parole à mes confrères, et puis, bonne fin de conférence. Moi, je laisse vous laisser. Et puis, on se retrouve de toute façon dans de prochaines émissions. Voilà, merci. La hacheur. Alors, je voudrais revenir en partie sur ce qu'il a dit. La réception de Andorre, c'est un truc qui m'a fasciné. Si vous avez suivi un moment l'actualité sur la série, je rame là. Merci, il fait chaud. On a eu, comme d'habitude, la petite guéguerre des plateformes de streaming à chaque épisode, à chaque lancement, à qui peut se résumer très simplement, à qui a la plus grosse. Et donc, il y a eu un truc assez, je trouve moi, marrant dans Andorre, c'est que les chiffres, entre guillemets, du box-office étaient sortis, et on disait, oh là là, Andorre, c'est derrière Mandalo, c'est derrière Boba, c'est derrière Stranger Things, c'est derrière les Anneaux de pouvoir et tout ça. Et donc, c'est la plus faible, c'est la dernière. Alors, il y a un truc que personne n'a remarqué quand il disait ça, c'était en bas de l'échelle. Effectivement, Andorre était la dernière des plus suivies. En fait, c'était dans les séries excellentes, c'était la dernière du lot. Donc la dernière, c'est un peu, pour moi, ce qui s'est passé à un moment, c'est un peu dire sur le mec qui, vous connaissez tous le film Top Gun. C'est un peu comme dire finalement le mec qui arrive dernier à l'école de Top Gun, c'est un loser. Bah non, en fait,
l'équipe de l'école Top Gun, c'est l'élite des pilotes de la Navy. Donc même si tu arrives dernier à l'élite de la Navy, il y en a 850 derrière encore. Et c'est un truc que j'ai trouvé complètement bizarre, c'est que niveau de succès, beaucoup de gens, fans ou pas fans, ont fait comme si la série était vraiment suivie par personne, alors qu'en fait non. Et le fait que, comme Sébastien nous a dit, il a vu la bande-annonce de Skeleton Crew, celle d'Ahsoka, celle de Acolyte, et j'espère que Andor, malgré son faible box-office, a ouvert la voie à d'autres séries, et le fait qu'a priori Acolyte va casser la baraque, ça me rassure un peu, parce que moi, le plus gros reproche que j'ai sur les séries de Filoni, c'est pas tant les histoires, c'est vraiment le volume. C'était marrant dans la première saison, mais après le problème c'est que la technologie elle a fait x10 et la résolution du volume c'est toujours il y a 5 ans et ça se voit. Il n'y a pas une série qui est tournée sur volume où à un moment tu te dis t'as pas les yeux qui pleurent, et c'est ça qui me dérange. C'est Disney, c'est Star Wars, c'est un univers, c'est des productions qui rapportent des milliards. À un moment, votre volume, c'est ça. Où est le budget dans les séries Filoni? Voilà. Donc qu'est-ce que ça va être? Et quand je vois la bande-annonce et les premières images de la série Ahsoka, ça me fait pleurer. J'ai pas envie. C'est ça qui me gêne le plus. J'ai pas envie de voir des séries entre guillemets au rabais. Et j'ai l'impression que c'est ça avec Filoni. Voilà, c'est ça. Ça me dérange pas qu'une série prenne son temps, ça me dérange pas que ce soit sombre, ça me dérange pas qu'il y ait des morts ou pas de morts. J'ai vu un très bon film hier d'une très grosse saga cinématographique où on dit au revoir à une équipe qu'on connaît depuis 10 ans maintenant. À part les méchants, il n'y a pas besoin de faire de morts. Tu peux dire au revoir à des gens sans les passer à la sulfateuse. Le problème, c'est qu'avec Filoni, t'es un peu obligé d'y passer. Déjà, il met très longtemps à supprimer des personnages. Et à chaque fois qu'il veut les supprimer, il faut qu'il les dézingue physiquement. Bon, ouais. Oui, mais bon, c'est un dictateur, lui, on le sait. En fait, moi, le truc que je peux reprocher à Filoni, c'est juste d'être tout seul et d'être un petit peu trop la vedette là-dedans. On a l'impression qu'il bosse tout seul, qu'il prend les décisions tout seul. Ce qui n'est pas le cas, on s'en doute bien. Il est pas complètement aux manettes, mais c'est un peu l'étiquette qui lui colle. C'est je fais ce que je veux parce que je suis célèbre, parce qu'on m'a confié des trucs. J'ai cassé la baraque avec Mandalorian, la première saison, et j'ai réuni tout le monde à ce moment-là. C'est ce qu'on reprochait aussi. C'est juste de prendre un petit peu trop la vedette. Oui, monsieur, dans le fond. Oui, c'est vrai que c'est aussi un bon duo. Si tu veux, on en reparle après. Tu viens prendre la parole, juste après, t'inquiète pas. Allez, viens nous dire. Mais c'est toute cette aura... C'est vrai qu'il aime les Ewoks aussi. Jolie. L'aura négative qu'on lui donne à Filoni, est-ce qu'elle est méritée ou pas? Mais est-ce qu'il n'a pas un peu trop de pouvoir et que parfois, quand on voit des trucs, on se dit, mais attends, il y a quelqu'un qui a revu ça, quelqu'un a validé cette scène où il est dictateur et il dit, non mais c'est comme ça, tu la laisses dans la série parce que moi j'aime bien cette scène. C'est juste ça où j'ai l'impression qu'il a peut-être un petit peu trop de pouvoir, où lui et son duo Favreau, et que les deux ensemble se disent, on fait ce qu'on veut. Comment il s'appelle le jeune homme? Kim? Merci, bonsoir. Bon après-midi. Oui, non, parce que là on oppose Filoni à Tony Gilroy. Et personnellement, j'ai vraiment adoré Andor et j'ai vraiment du mal avec Mandalorian, mais personnellement, c'est pas contre Filoni, pas du tout. Parce qu'en fait, nous, avec ma copine, elle a commencé à regarder Star Wars. Je lui ai montré les films, les premiers films, la trilogie, on a regardé dans l'ordre de sortie. Pas trop accroché. En fait, pendant le confinement, on a regardé Clone Wars.
Au début, on avait du mal avec les premiers épisodes, mais les dernières saisons, elles étaient juste ouf. Et vraiment, on a adoré. Et les personnages, on les a trouvés incroyables. Et ma copine est devenue fan de Star Wars grâce à Clone Wars, finalement. Donc, finalement, grâce à Filoni. Et là, maintenant, pour moi, vraiment, c'est... Enfin, je sais pas, même en ayant regardé un petit peu les sortes de making-of de Mandalorian, moi, vraiment, personnellement, c'est Favreau que j'ai vraiment du mal avec Favreau. Et son humour à l'américaine et tout ça, ça passe vraiment pas du tout. Et en comparaison, je sais pas, moi, Filoni, je continue quand même à l'apprécier et je trouve que quand même, il a apporté énormément au lore et il a créé des personnages qui étaient vraiment attachants. Enfin, vraiment, personnellement, Ahsoka, moi, on l'a vraiment adoré. Mais voilà. Et encore une fois, moi, je pense qu'aussi c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. Mais c'est vrai que je regrette un peu que dans le Mandalorien, ce soit vraiment en dents de scie. J'aimerais que ce soit plus régulier au niveau de la qualité, au niveau de l'écriture, au niveau du jeu d'acteur. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé chez Tony Gilroy. Donc je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure, que ce serait bien d'entre deux, mais sans que ce soit, sans qu'on oppose forcément Filoni à d'autres créateurs. Et justement, j'espère aussi que Endor, ça a ouvert la porte à d'autres créateurs et qu'on puisse avoir du Star. Là, il va y avoir Vision qui va sortir là, le 4 mai là. Et ça, c'est génial que justement on laisse libre cours à des créateurs. Voilà. Et même si ça se sert pas dans le canon officiel, mais qu'on laisse à des créateurs l'opportunité de raconter leur histoire dans l'univers de Star Wars, je trouve que c'est génial. C'est ça qu'il faut continuer à mettre en avant et à pousser des créateurs à investir cet univers qui est magique, quoi, et qui nous parle à tous, en tout cas ici. Donc voilà, c'était juste une intervention. Juste une petite anecdote pour notre ami. À propos de Favreau, bon, tout le monde a vu Avengers Endgame? Ouais, ok. Hein? Ouais, super. Et c'est pour ça que tu m'interromps? Ah, d'accord. Donc, quand les frères Rousseau ont fait Infinity War et Endgame, forcément, il y a eu un moment des morts. Et il y avait un mort en particulier. C'est le mec avec son armure rouge et jaune, là. Quand Favreau a appris que les Rousseau allaient tuer Tony Stark, Favreau a déboulé dans leur bureau, a dit « Ah non, tu peux pas, c'est Tony Stark. C'est le premier, c'est lui qui a commencé. On peut pas le tuer. » Moi, je trouve que ça dit beaucoup de Favreau, ce simple fait que dit non, tu peux pas quand même. Si, en fait, ça fait 10 ans. Même les acteurs qui ont commencé disent c'est bon, on a fini, on s'est bien marré, on va passer la place aux autres. Pour moi, quand t'arrives pas à te séparer de ton premier jouet, il y a peut-être un problème, surtout quand t'es adulte. Alors, pour Endgame, j'étais pas au courant, mais là je te suis totalement, donc du coup je vais pas rebondir là-dessus. Par contre, il y a un truc moi qui m'interpelle quand même par rapport à Andor. Effectivement, ils ont pas besoin d'utiliser le volume, mais ils montrent pour moi visuellement moins de choses. Pour moi, c'est plus pauvre. Et c'est ça qui m'embête dans Andor, c'est que il y a beaucoup de huis clos, il y a beaucoup de scènes qui demandent pas beaucoup de technologie. Ouais, tout à fait, c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'autant de technologie. Donc forcément, le rendu est forcément meilleur puisqu'on a moins d'ambition visuelle, j'entends. Et donc, comme on a moins d'ambition visuelle, c'est plus facile d'être réaliste. Et encore, quand bien même on avait quelque chose d'intimiste, on pourrait très bien avoir des aliens dans quelque chose d'intimiste. Et moi, je pense que ça marche. Et donc, je pense à nouveau que ils ont compris que Andor avait... En tout cas, les critiques, ils les suivent. Ils ont deux indicateurs. Ils ont le quantitatif, où effectivement, le Mandalorian, c'est numéro 1 en termes de quantitatif. Mais en termes de qualitatif, je pense qu'ils sont quand même attentifs aux critiques qui sont faites par les médias. C'est quelque chose qu'ils surveillent. Et quand ils ont vu les éloges qu'il y a eu sur Andor, tout du moins sur le scénario, je pense qu'ils y sont quand même attentifs. Et d'après ce que j'ai compris, The Acolyte, qui est quand même la série la plus attendue quand on regarde les sondages de toutes les séries Star Wars, si elle va sur ce créneau-là, tant mieux. Et a priori, The Acolyte, elle aurait, des premières images qu'on a vues,
le mix entre peut-être quelque chose de sérieux, mais aussi sur un peu plus de diversité à l'écran. Et je sais pas si vous avez vu, il y a déjà un Wookiee Jedi, etc. Il y a des scènes qui ont l'air de changer de décor, et donc ça a l'air plus ouvert, on voit des vaisseaux, etc. Et donc je pense que The Acolyte, et peut-être justement quand on disait ce juste milieu entre le sérieux d'Endor et la profondeur, et en même temps la coloration de l'univers de Filoni, et les références à l'univers Star Wars, peut-être que The Acolyte sera justement cet élu qu'on attend, qui serait un mix entre les deux. Ouais, vas-y. Sur ce que tu dis là, sur The Acolyte, sur ce que disait Kim, que vous avez aimé The Clone Wars, donc la série d'animation de Filoni, qui s'est étirée sur plusieurs années. Ce que vous avez préféré avec ta copine, donc les dernières saisons, tu as dit que c'était, je suis d'accord, c'était excellent. Moi j'adore Filoni en animation, moi en série, mais comme Karel, on aime l'animation, on aime dessiner, donc on est d'accord là-dessus. Mais regarde, The Acolyte, ça se passe donc à une période où on suppute le retour des Sith. Andor, ça se passe dans la tyrannie, la dictature du début de l'Empire. C'est des thèmes, c'est forcément des thèmes et des interprétations de personnages à différents niveaux, mais qui ont des gros enjeux. Les personnages s'éclatent pas. Ils ont des enjeux, quel que soit leur niveau, qu'ils soient des Jedi échappés de la purge, qu'ils soient des grouillots qui travaillent en intérim, voilà pour Manpower, ou que ce soit des sénateurs ou des gens du BSI, des impériaux. Ils ont tous des gros enjeux parce qu'ils ont des gens au-dessus d'eux. Alors que Mando, Boba Fett, c'est post-Empire. Il y a quand même la grosse menace qui a été tuée. Enfin, ils ont fait la fête avec les Ewoks, la chanson des Ewoks à la fin de l'épisode 6. Je dis, il y a moins d'enjeux, c'est des freelances. Ils sont moins liés ni à des familles, ni à des grosses associations, même si nous, derrière, on sait qu'il y a a priori le premier ordre qui pousse, on ne sait pas trop où, dans les régions inconnues. Mais il y a quand même une moins grosse menace. Et je pense que pour ça, c'est peut-être plus dur pour eux, pour Filoni, Favreau ou celui qui veut se créer une série dans cette période un petit peu moins menaçante. Je pense que c'est peut-être plus dur de nous faire ressentir des émotions intenses au niveau de certaines séries, même d'autres séries hors Star Wars qu'on a pu voir. C'est ce que je me dis souvent, moi, quand on s'extasie sur l'interprétation dans le Mandalorian, sachant qu'il a un casque, quand on s'extasie sur des scénarios de Mandalorian, mais on n'a jamais regardé une autre série type House of Cards, Game of Thrones, beaucoup d'autres trucs où c'est un peu plus dramatique. Il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses que du Star Wars pour comparer. Mais c'est pas grave d'aimer tout. C'est pas grave d'aimer des séries animées. C'est pas grave d'aimer des petits trucs sans enjeu et d'autres avec beaucoup plus. Il faut pas les cliver. C'est vrai que comme Kim tu disais, non, on cherche pas à faire un procès. Enfin Sylvain si, mais pas moi. Moi j'aime tout à différents niveaux. Mais j'aime pas quand ils font de la médiocrité malgré les budgets de bâtards qu'ils ont. C'est là où je comprends pas. Et Andor, elle pourrait, comme tu disais Tom, en effet, avec moins d'ambition technologique, en effet, c'est plus facile de rendre un truc propre. Mais dans ces cas-là, tu comptes sur l'interprétation de tes personnages. Tu les briefes. Et du coup, si les acteurs jouent bien, c'est ce qu'on leur demande, en fait, un peu dans le cinéma, c'est de bien jouer. Et si tu joues une pièce de théâtre de merde, ça va te rendre mal, même si tu joues super bien. Donc si t'es poussé par un bon scénario, et a fortiori par une bonne période un peu flippante, ça marche plus. Tu vois, The Acolyte, Seb est plus hypé que Ahsoka, alors qu'Ahsoka, pourtant, on est quand même dans une période qui, a priori, est pas hyper sereine, mais bon, c'est peut-être juste des on-dit, puis rendez-vous devant tous ces épisodes. Voilà. L'amour, pas la guerre. Ouais, bon. Ouais, vas-y. Pour ajouter un truc, je voudrais quand même remettre un petit peu dans le contexte, dans le sens où faut pas non plus oublier que la saison 2 du Mandalorian, que Obi-Wan et que c'était Boba Fett ont été faits pendant le Covid. Faut pas non plus oublier qu'est-ce que ça a été de tourner dans ces conditions-là, où peut-être le volume était aussi le seul truc où on pouvait tourner dedans. Je pense que ça a aussi influé sur la façon de faire. Je voulais dire ça déjà. Après ça n'excuse pas peut-être. Peut-être, ils avaient que ça à Leroy Merlin, je ne sais pas. Et il y a aussi le fait que là on parle donc des plateformes de streaming qui sont aussi très très avares sur leurs chiffres.
On sait pas exactement combien ça a coûté, les budgets. Ils sont pas non plus très loquaces sur en fait combien, enfin par qui ça a été regardé, combien. Quand on regarde par exemple les trucs là de Netflix où c'est genre quatrième, enfin voilà, c'est toujours des trucs un petit peu farfelus leur façon de compter. Donc en fait on sait pas trop si ça a vraiment été ou très suivi ou pas assez suivi. On sait pas trop non plus quels étaient leurs objectifs non plus. Enfin oui. Bah oui, clairement oui. Donc après, voilà, disons qu'on n'a pas toutes les données non plus, quoi. Alors moi je veux bien, mais il y a sur ces chiffres de box-office où il y a des fois on se demande d'où ils sortent, et il y a juste un point quand même, on parle de Disney et de Lucasfilm. On parle, en tout cas pour Star Wars, de films qui rapportent des milliards. Du merchandising à gogo qui arrive chez nous par camion et bateau entier. Donc à un moment, moi, je trouve déprimant de voir la qualité visuelle. Mettez du pognon là-dedans. Si vous nous proposez des trucs, proposez-nous le meilleur. Si ça vous coûte trop cher, bah nous le présentez pas en fait. Attends, j'ai pas fini. Et puis, il y a... en plus, tu m'as fait perdre le fil. Voilà, saleté. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que faut savoir que, par exemple, en étant du domaine de l'animation, je sais que les gens qui travaillent pour des shows, soit Disney d'ailleurs Disney, vous êtes payés moins cher quand vous faites une série qui va sortir uniquement sur Disney+, que si vous faites une série qui sort à la télé sur Disney Channel, ou encore mieux, alors la Rolls-Royce, c'est quand ça sort au cinéma. Donc il y a déjà aussi des différences. Évidemment, on parle de budget de plusieurs millions, on est d'accord, mais ça coûte moins cher de sortir un truc sur Disney+ que de le sortir au cinéma déjà. Donc les budgets sont quand même un petit peu moindres déjà. Et je sais plus pour plus de temps, oui. Et donc je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça, mais disons que je sais plus où est-ce que je voulais aller avec ça. Mais en tout cas, voilà, il y a des budgets qui sont moindres. Ça joue. Je veux dire, après, bon, s'ils payent, je sais pas moi, s'il y a, je sais pas moi, la moitié du budget qui part dans le cachet de Ewan McGregor, bon, forcément, ça reste. Voilà. Et puis, il y a des gens qui font du SFX, qui font des crunchs à la fin parce qu'il faut tenir les délais, qui sont, voilà. Bon, il y a plein de choses qui font que, c'est pas non plus aussi facile que ça de faire un film et encore plus de faire une série sur une plateforme de streaming, quoi. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je comprends les trucs, mais, encore une fois, si tu payes les gens, en fait, on en revient toujours au même problème, quel que soit le boulot. Si tu veux que le boulot il soit bien fait, tu payes les gens correctement. Ah, mais ça, je sais très bien, mais c'est pas mon problème. C'est pas le problème de ceux qui regardent, c'est le problème de ceux qui font. Donc si Bobby il a décidé de réduire la voilure, tu réduis la voilure. Tu sors pas 656 millions de séries, 850 millions de films Marvel par an. T'en fais un, voire deux, et tu laisses le temps aux gens de le faire correctement, et tu les payes correctement. C'est les problèmes jusqu'à la fermeture, comme d'habitude. Après, on fout le feu et on va boire un coup. Le problème du tournage pendant le Covid, a priori, il n'y a aucun de nous ici, ni dans le public, qui a été chez Disney avec un flingue, qui leur a dit « Vous allez obligatoirement tout de suite, là, maintenant, dans 3 mois, me sortir 12 séries, 2 films, et puis vous dépêchez. » Le film Obi-Wan qu'ils ont annulé, personne n'a été les voir, leur dire « Vous nous en faites une série à moitié bien, et surtout vers les épisodes finaux. » Donc, à un moment, oui, et on peut aussi leur dire qu'ils sont en train de se planter. Donc, oui. Je sais pas, tu veux parler de quoi? Est-ce que quelqu'un a envie de nous lancer une polémique sur ce débat-là? Parmi vous, l'un d'entre vous, on va faire de l'impro. Vas-y, viens. Tu nous poses une question, tu nous donnes ton avis, et puis mais un truc, tu vois, qui divise, quoi. Si possible, t'énerve un peu, Sylvain. Vas-y. Ton prénom?
Bonjour Alexandre. Alors, bonjour à tous. Alors moi je vais dire une chose en général, c'est que je vais dire une chose sur Star Wars, c'est qu'on a oublié que, à part l'Empire contre-attaque, c'est en général pas très bien écrit Star Wars. Faut pas l'oublier ça. Le problème c'est qu'on a oublié qu'il y avait quand même, si on enlève Star Wars et qu'il y a encore quelques années, on avait des très bonnes séries. Et on a une qui avait pas beaucoup de budget, qui se passait justement dans un milieu assez fermé, qui était pourtant très bien écrit. Et c'est Star Trek Next Generation. Je suis en train de la découvrir. Le niveau d'écriture de personnages, non, est bien meilleur. Ah oui, non mais les pires épisodes sont bien meilleurs. Mais le pire des épisodes de Star Trek était bien meilleur que ce qu'on nous présente. Le pire des épisodes de Star Trek est bien meilleur de ce qu'on nous présente maintenant sur les sur les sites de streaming. Et le problème, c'est qu'en fait, les sites de streaming, ils s'en fichent de la qualité. Et tout ce qu'ils veulent, c'est faire du contenu pour qu'on puisse continuer à payer. Et tant qu'on continue à payer, bah, ils vont faire des fillers. Bad Batch, c'est que du filler quasiment. The Mandalorian, saison 3, c'est que du filler. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il faut qu'on continue à payer et à être abonné, parce que sinon on se désabonne et au bout d'un mois. Et c'est pour ça que la qualité est mauvaise. Mais Star Wars n'a jamais été bien écrit à la base. Et... Merci. Merci à toi. Tiens, viens chercher ton cadeau. Je rebondirai. Qu'est-ce que je fais? Je lui en donne un ou je lui en donne pas? Pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, l'écriture de toute l'histoire Star Wars, peu importe les persos, les familles, les académies qu'on suive ou pas, faut pas oublier que c'est une mythologie. Et généralement, quand on aime cet univers-là, dites-moi si je me trompe, mais on est aussi assez ouvert sur les univers de fantasy, sur les mythologies nordiques, grecques, égyptiennes. Dites-moi si je me trompe, mais moi personnellement, je les aime toutes ces mythologies. J'ai toujours des phases où je veux être à un moment à fond dans l'Égypte antique. Je vais écouter que des vidéos YouTube là-dessus. Donc toute cette construction de l'univers mythologique qu'on doit quand même à George Lucas, avec les créatures, les philosophies, les religions, les gentils, les méchants, les monstres, c'est ça en fait qui nous interpelle soit à l'œil, soit à l'émotion dans ce qu'on va lire, dans ce qu'on va s'imaginer, ou les comics pour ceux qui aiment ça. Donc ça peut pas toujours être parfait. C'est comme l'Iliade et l'Odyssée. C'est absolument passionnant dans tout ce que ça raconte en général, personnellement, mais c'est une purge à lire. C'est horrible à lire. C'est l'angoisse. Et puis, t'as des moments où tu comprends rien. Et puis, ça couche de partout. Et puis, tout le monde est de la même famille. Pareil, finalement. Tout le monde est engendré par Zeus à un moment. Tout le monde se retrouve dans la guerre de Troie. Mais c'est le lore qu'on aime, en effet. C'est la citadelle de je sais pas quoi. C'est le monstre de là. C'est des mondes qui se croisent dans une mythologie. Ça peut pas être parfait. Ça peut pas être cohérent parce que c'est trop gros. Mais quand on a le cœur à tourner la tête vers les étoiles ou vers le passé, vers les pyramides, généralement, on va y être sensible quand même. Et on va un peu pardonner les erreurs là-dessus. Et dans chaque mythologie, t'as des grosses frises chronologiques. Tu vas piocher ce qui te plaît le plus. Et dans cette frise, tu vas piocher un côté. Chez les Jedi, chez Star Wars, tu vas peut-être être plus Jedi ou plus Sith, ou plus les Mando, les freelances, les aliens, etc. C'est pas incompatible, mais je pense que c'est ce gros aspect mythologique, il peut pas toujours être bien écrit, c'est impossible, parce qu'en plus, il y a plusieurs auteurs maintenant. Mais même à l'époque où il y en avait qu'un, c'était ni cohérent, ni bien écrit. Merci les dialogues de la prélogie, par exemple. Donc on peut pas faire du parfait avec ça, mais il faut être reconnaissant de cette belle mythologie, ce qui fait que quand tu te fais chier au boulot, que tu écoutes un podcast ou que tu lis un livre, tu voyages en fait. Et que tu lises Le Seigneur des Anneaux, que tu lises du Timothy Zahn ou ce que tu veux chez Star Wars, ou que tu lises un roman, une dystopie, en fait tu voyages et t'es ailleurs. Et ça faut en être, je pense, plein de gratitude pour l'univers créé. Et la gratitude ne doit pas aller que à George Lucas de base ou que à Filoni, mais à tous ceux qui le font vivre, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire les nouveaux auteurs, les nouveaux acteurs. Chaque intervenant, en fait, va apporter sa petite pierre à l'édifice. Putain, c'est beau, non? Allez. Applaudissez. Je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure sur Star Trek.
y avait deux choses qui m'ont interpellé. Quand on parle des séries Star Trek, un des gros trucs moi que j'aimerais qu'ils prennent à Star Trek, qu'ils adaptent chez nous, c'était le fait que dans Star Trek, à chaque fois, on allait creuser des civilisations avec des nouvelles ethnies, des nouvelles cultures, des nouveaux raisonnements, des nouvelles façons de vivre. Et ce qui justement, ça peut faire un lien avec Andorre. Ce que je reprochais à Andorre, c'est qu'on était à nouveau centré majoritairement sur des humains. Et c'est vrai que si on avait, comme dans Star Trek, la possibilité, mais je préfère les races de Star Wars, d'aller fouiller en fait les différentes planètes, leurs différentes races, par exemple rien que les Mon Calamariens et puis les Quarren, aller sur Mon Cala et puis aller observer comment chacun vit, etc. Rentrer un peu dans les logiques, pourquoi pas religieuses, spirituelles, machin, de politique de chacune des ethnies qu'on a dans Star Wars. Même chez les humains, je suis sûr qu'il y a différentes façons de vivre d'une planète à l'autre, différentes croyances. Bah ça, ce serait super intéressant. Et ça, c'est un truc qu'on avait dans Star Wars, où chaque fois dans Star Trek, où chaque fois qu'ils allaient sur une nouvelle planète, ils allaient pousser le truc. Et puis je te donne l'autre élément, puis je te fais la réponse. Et l'autre élément que tu disais, c'est le fait que l'histoire n'avance pas assez et qu'on a que des fillers. Ça, c'est pas qu'une histoire de moyens, parce que la galaxie, elle est étendue sur des milliers et des milliers d'années. On pourrait très bien raconter toutes ces histoires, puis faire avancer l'histoire. Je te laisse répondre. Alors pour l'exploration du lore, à un niveau Star Trek, ça existe déjà, ça s'appelle Knights of the Old Republic, KOTOR 1 et 2, et voilà. C'est légende, mais c'est ce qu'il y a de mieux écrit. Et ça peut être encore canonisé. Et dans les romans, on le faisait. Oui, c'est vrai. Les Mandaloriens étaient beaucoup plus poussés dans le... Oui. Non, mais c'est vrai. Alors, je vais terminer par juste une dernière hot take. Boba Fett ou Obi-Wan, laquelle est la pire des deux séries de tous les temps? Alors, est-ce qu'on les fait déjà parler ou on donne notre avis? Alors, Boba Fett ou Obi-Wan, la pire? Qui est-ce qui veut donner son avis? Allez, vas-y, viens. Puis après, on fera venir les autres. Alors, ton prénom? Michael. Michael a déjà un badge. Hein. Oui. Bonjour. Alors, moi, je dirais que la pire, c'est Boba Fett pour moi. Déjà, parce que Boba Fett ne sert à rien, dedans, clairement. Non, mais c'est malheureux, en fait. C'est malheureux. À part soi-disant charismatique, en fin de compte, il fait pas grand-chose. Limite, c'est Fennec Shen qui lui vole la vedette déjà. Puis le Mando, voilà quoi, il s'est effacé après. Quoi. Puis après, Obi-Wan au-dessus, hein, clairement. Merci Mickaël. Au fond, il y avait une autre main qui s'est élevée, puis après on passera là. Ah, en plus, il a le t-shirt. Ah là là. C'est la voix de la pub qui t'a dit de l'acheter? C'est la propagande. Ouais, c'est ça. Prénom? La pire série, pour moi, il y a match entre Boba Fett et Andorre, en fait. Parce que Andorre, pour moi, Andorre. Ah, le coup de gueule de Sylvain, ça aussi c'est mythique. Un épisode d'Andorre. Non, en fait, Boba Fett, ils ont un peu, effectivement, lissé le personnage, alors que son apparition dans Le Mandalorian était vraiment prometteuse. Il était badass et vraiment, je me suis dit, si la série est comme ça, ça va vraiment être super. Et même à la fin, comment il flingue Bib Fortuna, on se dit, voilà, là, c'est Boba Fett qu'on connaît et qu'on a envie de voir. Et effectivement, derrière, ils nous en font un peu un hippie, c'est un peu curieux. Tandis que Andorre, pour moi, c'est... On n'est pas plongé assez dans l'univers en termes de moyens. Je trouve qu'on a trop l'impression d'être sur une plage en Angleterre et non pas dans une galaxie lointaine. Et moi, c'est ça qui me gêne. C'est pas l'histoire, c'est pas les personnages, c'est pas le fait que ça manque d'action, ça me gêne pas du tout. Mais pareil, on n'a pas assez d'extraterrestres et on est en Angleterre. Pour moi, ça me gêne un peu. Voilà. Merci à toi, t'as droit à un cadeau. Et on avait une autre main là-bas, vas-y, viens. Donc toujours sur Boba Fett, Obi-Wan, vas-y. Du coup, ça va bien finir, parce que moi, ça serait Obi-Wan que je trouve la pire des deux. Non pas techniquement ou au niveau du scénario, mais parce que Obi-Wan, personnellement, là je vais rentrer dans du pur personnel, mais j'ai grandi avec la prélogie, j'ai grandi avec les Star Wars, j'ai grandi avec ce final entre
Obi-Wan et Anakin. Et en fait, quand ils ont teasé pendant 1 an le retour des acteurs, quand ils ont mis cette propagande en place de ouf, je m'attendais à un rouleau compresseur à le retrouver les pics de l'épisode 3. Et en fait, je me suis retrouvé vraiment déçu parce que j'ai l'impression d'être pris pour un con. C'était nul en termes de chorégraphie, de mise en scène, en termes d'histoire. Et même si ça pouvait être mieux que Boba Fett, j'ai vraiment eu l'impression d'être passé pour un con. Et je trouve qu'on peut créer des immenses mythologies avec du merchandising, etc. Mais quand on nous prend pour des cons, bah je suis pas trop pour, quoi. Merci à toi. Et ton cadeau. Tiens, est-ce que tu veux rebondir sur une autre question polémique? Ouais, t'as une question polémique? Bah c'est quoi le pire, les séries Star Wars ou les séries Marvel? Alors, est-ce qu'on fait on peut faire un petit tour de table déjà. Vas-y, Aude, et puis vous venez nous donner votre avis. Alors non, les séries Marvel c'est vraiment assez mauvais selon moi. Donc dans le Star Wars, j'ai bon espoir et j'ai plus d'espoir. Mais non, pas Marvel, définitivement pas. Marvel. C'est dur. Il y en a que j'ai pas du tout même compris en fait dans Marvel. Je pense que voilà, Loki. Non, mon aide était vachement cool en fait. Mais je crois que Loki m'a perdu. J'ai rien compris. Enfin bref, donc je pense que j'ai plus d'affect de base avec Star Wars, donc je reste avec Star Wars. Bon bah moi pareil, j'adorais Marvel, mais la flamme s'est éteinte après Avengers Endgame et du coup j'arrive pas à récupérer. Ah oui, vraiment, alors que j'adorais. Si, j'ai adoré Vision. Vision, WandaVision. Ça j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment incroyable. Et après, c'est tout tombé. C'est jamais revenu. Et oui, non mais je pense que ça, on est d'accord. Je pense que là ça va remonter. Mais moi j'avais compris la question. La pire parmi les séries Star Wars, auquel cas je répondrais Résistance, sans aucun doute absolu. Est-ce que quelqu'un veut venir donner son avis là-dessus? Ah bah alors là c'est incroyable. Ça c'est. J'en avais vu des choses fantastiques dans ma vie, mais alors là, je veux bien les arguments derrière. Ton prénom? Maxime. À moi, Résistance, j'ai trouvé qu'à partir du moment où on adhère à peu près au pitch qui est Commandeur, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Star Wars. Pardon, désolé. Ouais, à partir du moment où on adhère au pitch de départ, c'était pas si mal. Quand j'ai vu le héros déjà, une espèce de tête à claque, je me suis dit, je vais pas tenir plus d'un épisode. Et puis, directement, il se fait casser par peau, il se fait mettre dans un coin, et il va essayer de faire sa vie de résistant, mais Commandeur, en fait, avec un autre style graphique, mais où vraiment il est dans un coin, il peut pas faire grand chose, et il va falloir qu'il découvre tout ça, et qu'il se fasse sa place là-dedans, quoi. Et finalement, c'est même pas lui le héros dans la série, c'est juste que c'est un jeune qui est motivé, et qui motive d'autres résistants autour de lui, mais il fait rien de particulièrement intéressant, et j'avais trouvé que c'était bien écrit, que c'était bien fait, et ça nous amène quelque part. Effectivement, comme on disait sur Andor par rapport à Mandalorian, ça nous amène quelque part, quoi, d'un point A à un point B. Non, voilà, c'est tout. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on repart sur les questions du public ou est-ce que vous voulez relever quelque chose encore? On a quand même une demande de Dany. Alors, vous avez tous vu, j'imagine, Andor. Il y a un moment, dans une prison, il y a des événements, il y a des gens qui se mettent à beugler une phrase. Cette phrase, je l'ai là. Donc, vous allez tous la gueuler. D'accord? Eh, tout le monde debout. Et du coup, vous auriez sauté au bout de la plateforme pour ceux qui savent nager? Alors moi, non, parce que 1, j'ai le vertige, 2, je nage comme une enclume. Donc j'aurais pas sauté. Ouais. D'accord. Vous auriez sauté ou pas, du coup? Ah, d'accord. Ok. C'est joli, c'est joli. Alors, si vous deviez choisir, donc, Pedro le Mandalorian
Enfin, Pedro Pascal, Mando, Din Djarin ou Cassian Andor? Plus fort, dites-moi. Andor par rapport à Pedro? Oui, moi aussi. Moi aussi, je choisis Ewan. Dans Andor, qui est le méchant le plus charismatique? Dedra Miro, la fille du BSI, la blonde. Vous voyez qui c'est, la blondinette Dedra Miro? Alors, vous préférez elle comme méchante ou le Moff Gideon? Dedra, elle est... Ah, clairement, hein, on veut qu'elle nous marche dessus en talons aiguilles, Dedra, hein, c'est ça, hein. C'est ça, enfin c'est pas nous, c'est Cyril. Mais c'est une expression de Carrel. Désolé, monsieur et madame Carrel, mais un jour elle a dit un truc un peu comme ça, dégoûtant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on l'adore. Elle est très bien élevée, bravo, on l'adore. Donc les méchants, c'est fait. Les petits sidekicks. Il n'y a pas vraiment de sidekick dans Andor. Comment il s'appelle le petit rouge là? B2IMO, le robot B2IMO, c'est ça? Donc B2IMO ou IG-11 dans Mando. IG-11, d'accord. Ouais, mais il n'y a pas un gros rôle. Grogu ou qui? Ils ont pas de bébé. Il n'y a pas un petit bébé? Ah oui, Grogu ou Leia dans Obi-Wan, la petite Leia. Grogu, oui, t'as allumé ton verre, donc Grogu. Ouais, très bien. Oui, Grogu. Du coup, la planète, dans Mando, sur quelle planète on est? Une planète dégueulasse? Non, Nevarro, non. Nevarro, tu sais, on dirait... Nevarro ou Mandalore? Moi, Mandalore, personnellement. Donc, Mandalore, le peu qu'on en a vu, ou la planète Ferrix. Ferrix, ouais. Ah, Mandalore. Et tu vois, c'est ça qui est dingue, parce que dans la saison du Mandalorian, Mandalore, on l'a vraiment vu dans l'épisode 2. Et elle est la vedette, elle est l'inconnue, tu sais. Et les gens votent pour elle. Ah, Nico! Bravo, Nico, bienvenue, viens dire bonjour, viens faire le bisou. Donc, Nico le Mando était déjà là l'année dernière avec nous. Il est très beau, il est très charismatique. Et il peut vous arrêter, il a des grosses menottes. Et un gros gun. Très impressionnant. Hein. Toi, du coup, tu votes pour Mandalore ou la planète Ferrix? Mandalore. Oh là. La voix tout hier. Ah ouais. Mandalorian ou Andorre? Pardon? Non. On va rester sur du Mando. Bah oui, le credo, tout ça, quoi. C'est normal. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut comparer d'autre? Oui, donne-lui un joli petit badge à Nico, absolument. Est-ce que vous avez des questions qui, en rapport ou pas, avec le thème? Ou même avec Star Wars. Ou même avec Star Trek? Au revoir, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est pas grave. Viens avec nous. Tiens, prends la sucette. Merci. Alors, depuis le début, on va dire qu'on crache un peu sur tout le monde. Mais voilà, c'est ça, exactement. Mais on oublie surtout qu'avant ça, on a eu le Holiday Special. Attention. Malheureusement. Mais voilà, on peut avoir du mauvais, mais après, comme on disait, comme vous dites, voilà, on a eu tout. Il y a à boire et à manger. Je pense qu'il y a vraiment pour tout le monde. C'est un peu le bon côté de tout ça, même si malheureusement, effectivement, ça peut pêcher par certains côtés. Mais on n'oubliera pas Holiday Special. Merci. Bon, il est là. Il est l'heure d'arrêter, dis donc. Faut que tu retournes à ton stand, ma petite Carrel. Donc, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, c'était Star Wars en direct. On est un podcast franco-québécois sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. Donc, nous, on est l'équipe française. Les gens du Québec sont un petit peu loin. Mais vous pouvez nous retrouver de manière hebdomadaire sur tout plein de sujets, sur les séries, sur la musique, sur les films, sur les théories, sur ce que vous voulez. Ici présente, vous aviez Tom en magnifique Mando et toute sa clique.
Oui, c'est un mini Chewbacca. Et donc Tom, il aime les aliens. C'est comme ça que vous vous en souviendrez quand vous cherchez un des membres de Star Wars en direct. Nous avons ensuite Karel, qui est dessinatrice et qui est une excellente chroniqueuse. Vous la retrouvez actuellement pour la convention dans le stand juste derrière, dans la tente des artistes. Son nom d'artiste, c'est Kodaleia. Et vous la retrouvez sur les réseaux sociaux sous ce même nom. Nous avons ensuite Sylvain. Sylvain, le seul, l'unique, qui fait de merveilleux résumés. Sylvain, il gueule beaucoup, mais il a un cœur en chamallow fondu, faut le savoir. Voilà, vraiment. Et puis moi c'est Aude, Star Wars en direct également, pas la voix de la pub, avec la musique Ricola, c'est moi. Achetez nos t-shirts. Il est beau, lui. Et je suis aussi sur les réseaux sociaux sous mon nom, Aude Landrieux. Je suis créatrice, artiste et je fais des customisations sur tout plein de supports. Je suis un petit peu chez Karel qui m'héberge derrière également. On vous remercie tous d'avoir été là jusqu'au bout. Vous êtes un super public. Merci pour vos interventions. Le mot de la fin. Fin.